Dobar dan i dobrodošli ponovo na prvu Bonjour frankofonu. et re-bienvenue dans la première conférence francophone sur l'animation, le game art et la BD, organisée par l'Académie des Arts à Novi Sad, avec le soutien de l'Institut français et du ministère de la Culture. Le modérateur de notre premier débat sur l'animation est Monsieur Mileta Postic, animateur, artiste storyboard et professeur d'animation à l'Académie des Arts et fondateur de la première chaire d'animation et des effets visuels en Serbie qui a commencé en 2003 à l'Académie des Arts à Novi Sad. Les participants de notre débat sur l'animation sont Monsieur Peter Nali, directeur d'animation et effets visuels dans la compagnie Airvolino et Lady Bacardi Entertainment avec son siège en Italie, Madame Mauriziana Gualdrini, venant de la compagnie normale de Paris, où elle travaille comme artiste storyboard. Malheureusement, Madame Cécile Blondel de l'école Gobelin de Paris et Monsieur Laurent Gouy, artiste multimédia, également professeur à l'école Gobelin, ne seront pas là pour participer malheureusement à ce débat. Mais nous aurons l'occasion d'avoir avec nous notre collègue de l'Académie des Arts, Ivica Milaric, professeur dans la chaire au département de design de vidéojeux. Bienvenue à ce débat et bon travail. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu ici pour participer à cette conférence. Je voulais tout d'abord faire une petite introduction en attendant nos autres participants. Nous avons eu une situation très difficile en Serbie à partir des années 90, comme dans les autres domaines, également dans l'animation. Quand on est passé à l'environnement numérique, on a eu des guerres et on était empêché de travailler. Il y avait des étudiants Pikšić qui a commencé qu'en 2004 à Belgrade. C'était le premier studio à partir duquel d'autres sont arrivés. Le game art et un peu l'animation à partir de ce moment-là se sont développés. D'ailleurs, la Serbie a l'occasion de participer dans des projets artistiques. Le ministère de la Culture de la République de Serbie donne des moyens et des fonds au Centre cinématographique de Serbie qui organise des concours chaque année pour des films d'animation long métrage et court métrage. Ce sont des fonds importants, de nombreux auteurs postulent et de nombreux films se font. Il y a beaucoup de studios de jeux de vidéo, d'autres qui sont passés à l'animation. Le grand studio Iervolino, il y a 2 ans et demi, il a mis son siège à Belgrade et à Novi Sad. C'était un événement important pour l'animation serbe. En ce qui concerne l'éducation, comme Christina l'a dit, l'Académie des Arts à Novi Sad a ouvert un département et une école supérieure à Belgrade également. Tout s'est pas mal développé en Serbie, c'est la situation actuelle. Il y a de plus en plus de studios, de plus en plus de personnes font
Ça, il y a une soixantaine d'étudiants qui commencent à en faire chaque année, des initiatives privées, plusieurs facultés des universités serbes aussi. J'aimerais demander à notre premier invité, Peter Nally, venant de Toronto. Il est le directeur d'animation et des effets visuels à la compagnie Iervolino et Lady Bacardi Entertainment. Il travaille sur plusieurs pays, plusieurs continents. Il a été le showrunner de la série Puffins Impossible, créée par le studio Iervolino à Belgrade et en Novi Sad, où la vedette était Johnny Depp, qui est maintenant publié dans des plateformes internationales. Bienvenue Peter. J'aimerais vous entendre parler un peu de vous avec une petite introduction. Thanks, Mileta. Bonjour, dobar dan. Merci Mileta. Je m'appelle Peter Nally, je suis responsable de l'animation et des effets visuels chez Iervolino et Lady Bacardi Entertainment. C'est une entreprise siégée à Rome, puis je suis showrunner pour la série animée Puffins Impossible. C'est une des premières grandes séries animées produite ici en Serbie. Johnny Depp est un des joueurs principaux de cette série. Dans cette entreprise, c'est Miloš Biković qui participe aussi. J'ai fait mes études au College Sheridan à Toronto il y a plusieurs années. Je collabore avec beaucoup de studios à Toronto et aux alentours. Je travaille dans l'animation 3D, 4D design, le storyboard, la supervision du récit. Je fais la réalisation des films, etc. J'ai commencé à faire le showrunning après le film Arctic Justice, qui est devenu plus connu sous le nom Arctic Dogs. C'est un film où les rôles principaux avaient John Cleese et Jeremy Renner. Et ce film Arctic Dogs a eu un grand succès dans les cinémas, mais aussi sur les plateformes de streaming. Ensuite, j'ai commencé à faire d'autres types d'animation et nous avons ouvert le studio en plein Covid à Belgrade et à Novi Sad. J'ai été chargé de la mise en œuvre de ces studios et moi je suis responsable de ces studios. Et donc le rôle que tu maintenais dans ces projets, parce que tu as eu beaucoup de rôles, les effets spéciaux, les visuels, tu étais aussi le directeur artistique pendant assez longtemps. Oh merde. Oui, c'est complètement dingue. Parce que je suis en train d'écouter la traduction et c'est intéressant quand j'écoute les traducteurs, il y a un petit retard. Donc voilà. J'ai eu plusieurs rôles dans des studios. Tout d'abord, j'ai fait l'animation 3D. C'était une expérience magique et c'est comme ceci que j'ai compris les origines de ce métier. J'ai appris à dessiner assez rapidement, ce qui était très utile, et j'ai travaillé sur les storyboards dans ce département. Voilà,
c'était encore une autre activité que j'ai eue. Et c'est comme ça que j'ai appris comment quelque chose qui est écrit peut se convertir en quelque chose de visuel. Puis j'ai travaillé avec les réalisateurs sur les scènes de films où j'ai regardé les réalisateurs transformer les storyboards en un média visuel et j'ai compris comment vous vous préparez pour filmer les effets spéciaux et de prévoir la post-production. Un facteur important qui manque, c'est il existe un écart technologique entre ce qui est faisable en réalité, ce qui est faisable sur l'ordinateur. C'est plutôt de la magie que la science. C'est l'illusion que nous essayons de créer. Nous ne savons pas construire un bâtiment pour les gens, mais nous devons construire quelque chose qui a l'air, qui ressemble à un immeuble. Quelque chose que vous devez faire de façon efficace et prévoir tout le procédé et de quoi ça va avoir l'air en production et post-production. C'est ainsi que j'ai appris à bien planifier les effets visuels, de travailler intelligemment et pas beaucoup. Et j'étais aussi superviseur. C'est ainsi que j'ai fait connaissance d'Andrea. Et j'ai été superviseur des effets spéciaux d'un très très grand nombre de films où j'ai appris tout sur les effets les plus simples. Par exemple, où il faut tout simplement relier des choses l'une après l'autre, choisir l'écran bleu, l'écran vert, donc les animations très simples. J'ai fait ceci pour beaucoup de films et ensuite nous avons commencé à faire un film d'animation. J'ai mes origines dans l'animation et pour moi c'était intéressant de voir c'était intéressant de voir de collaborer avec les collègues qui ont aussi travaillé dans l'animation. Et nos bureaux nos bureaux étaient l'un à côté de l'autre pendant qu'on développait l'histoire. Et puis, nous avons développé les structures, les blagues. Et donc, nous avons gardé 3 blagues dont moi j'étais l'auteur. Ces 3 blagues faisaient semblant ressemblaient à des caractères. Vous devez absolument voir le film. Je ne veux pas vous rien divulguer. J'ai fait plusieurs effets visuels sur Arctique. Donc, tout le film se passe en Arctique. Et le film a été fait en Inde. On dirait que les Canadiens connaissent mieux la neige et la glace que les Indiens. Et donc, nous avons essayé de voir, comment présenter la glace et l'hiver. Mais je voulais faire mon retour à l'animation. À la fin, le studio a commencé à faire des séries animées. Andrea, avec toute son sagesse, il a dit que c'était un projet que je pourrais gérer. Et nous avons eu un succès immense. Je crois qu'Amazon Prime, Apple TV, je crois pas que ça est passé sur Google Play, mais je crois que ça a été repris pendant qu'on travaillait avec Johnny Depp sur le même film. En même temps, il voulait lui aussi revenir vers l'animation. Andrea a eu encore un moment de sagesse. Il voulait créer un personnage avec l'esprit de Johnny Depp, mais qu'il soit un puffin. Un puffin, c'est une combinaison de pingouin et d'un oiseau.
perroquet. Et c'est un personnage bohème, un oiseau bohème qui qui porte cet esprit de Johnny Depp. On a eu quelques discussions avec lui au départ. Euh, voilà, et on voulait se mettre ensemble sur, se mettre d'accord sur ce qui est ce Puffin, comment il parlerait, ce qu'il dirait. Son personnage était un peu vagabond par rapport à d'autres Puffins. Donc c'est une série qui est passée sur toutes les plateformes que j'ai mentionnées. En Italie, c'était sur la chaîne Sky. Et ensuite, nous avons créé une aventure d'action, Puffin Impossible. Toute la production a été faite en Serbie. Tous les designers, artistes de storyboard, réalisateurs, ils sont tous de Serbie. Et donc, nous avons pu montrer et voir le potentiel et le créatif et technique que la Serbie a. C'est un potentiel d'une grande studio d'animation. Je suis très content de ce que nous sommes en train de faire et des entreprises que nous avons ouvertes ici. Et nous avons vraiment une équipe excellente. Ivica Milaric, bienvenue, professeur d'art dans le jeu vidéo à l'Académie des Arts Novi Sad. Il a travaillé longtemps, pendant 7 ans, dans Apex Games, une grande compagnie. Maintenant, il est un designer de jeux freelance. J'aimerais lui demander de se présenter. Bonjour à tout le monde. Merci Mileta. C'est super d'être là avec vous aujourd'hui. Je vais parler en serbe, mais quand on reparlera plus tard, surtout avec Peter, je peux passer à l'anglais pour qu'on soit plus rapide. Je m'appelle Ivica Milaric, je suis designer de jeux vidéo et professeur de jeux vidéo à la chaire de design de jeux vidéo. Je suis très content d'être là et que cette conférence ait lieu. C'est très important qu'on puisse parler sur le potentiel qui existe en Serbie dans ce qu'on peut appeler l'animation, le développement des jeux vidéo et en général l'industrie de l'amusement, la bande dessinée également. Et qu'on puisse voir aussi comment cet espace industriel peut devenir plus grand, comment il peut être lié aux espaces francophones. Comme tu as dit, Mileta, je suis entré dans l'industrie des jeux vidéo il y a maintenant 10 ans, en 2014, quand je suis devenu membre de l'équipe Mad Hat Games à Novi Sad, une compagnie locale à Novi Sad. Où je vis actuellement et je travaille et j'habite avec ma famille. Je suis toujours dans l'industrie des jeux vidéo. Je pense que c'est très important pour le domaine de l'animation qu'il y ait une forte parallèle entre l'animation et l'industrie des jeux vidéo. Comme Peter a dit, le film aussi des Puffin Impossible, donc il y a un espace réuni qui devient de plus en plus grand. Depuis ma perspective, je peux dire que cette évolution, je peux dire comment cette animation s'est passée, même si moi je ne l'ai pas faite personnellement. Depuis mon entrée dans l'industrie en 2014, cet espace s'est beaucoup élargi. L'éducation, comme tu as dit, il y a de nombreux établissements éducatifs, la faculté des sciences techniques, d'autres établissements qui créent de nouveaux arts, des animateurs spécialisés dans les choses techniques, également des initiatives privées qui travaillent sur l'élargissement de cet espace.
L'élargissement de l'espace s'est produit aussi pour inclure des personnes dans le projet. Cet espace était plutôt limité. Et il y a 10 ans, comme tu as dit, il n'y avait qu'un seul studio d'animation qui est devenu plus grand. Concernant les jeux vidéo, en 2013, on n'avait que une ou deux compagnies. Mais dans les années d'après, qui sont suivies, l'espace s'est beaucoup élargi. Juste un Novi Sad, on a des exemples, à part Mad Cat Games, qui fait des jeux d'aventure triple A, 2A ou triple A. Apex, de son nom d'avant, aujourd'hui, s'est élargi et d'autres petites compagnies qui sont en état d'expansion. Alexander Bedov nous rejoindra plus tard de la compagnie Stick and Rope. Cette compagnie, elle est aussi dans le processus d'expansion. De plus en plus d'animateurs rejoignent des équipes. Ces animateurs-là peuvent travailler sur de techniques différentes, des animations différentes, des outputs différents. Tout ce qui se passe dans l'industrie des jeux vidéo concernant l'animation peut être partagé en deux groupes de résultats, en deux groupes issus. Donc, ce sont des cinématiques, ceux qui parlent, qui font un récit d'une manière classique. Comme Peter l'a dit, il a travaillé sur le projet Path is Possible. On a un bloc d'animation qui sert à représenter un segment d'une histoire, des séquences intro, des séquences qui se passent dans le jeu lui-même. Ce sont des choses qui sont en expansion en Serbie. En Serbie, on fait surtout donc du double A et triple A. C'est ce qui est le plus répandu. Ce sont des jeux qui demandent cette communication avec le public, qui demandent le cinématique. À côté du cinématique, on a aussi l'animation à l'intérieur du jeu, in-game animation, où des animateurs travaillent aussi, mais ils travaillent sur des segments qui se trouvent à l'intérieur du jeu même. Animation du caractère principal, des caractères secondaires. Les deux domaines demandent un grand nombre d'animateurs qui doivent se concentrer, se focaliser sur des domaines différents. Ils peuvent très souvent travailler en parallèle ou à la suite sur des projets d'animation pure. Ce que je suis en train de faire maintenant, c'est un projet qui transforme un scénario de BD en un petit film d'animation court. C'est un projet avec des personnes qui ont plus ou moins tous commencé dans l'industrie des jeux vidéo, des animateurs, des designers et autres. Nous, on se réunit tous en ce moment et on fait un pur film d'animation. C'est une grande opportunité pour Novi Sad, pour la République de Serbie, pour toute l'animation, toute l'industrie et tous ceux qui soutiennent de prendre ce potentiel et qu'ils permettent qu'il évolue. L'évolution des jeux vidéo dans les derniers 10 ans, qu'en comparant avec les autres pays de la région et d'autres pays de l'Europe, l'espace que ceux qui travaillent dans cette industrie dans la République de Serbie est vraiment impressionnant. Et je pense que si on peut le maintenir au même niveau, pas besoin d'aller plus, mais juste le maintenir au même niveau dans la prochaine décennie ou la fin de cette décennie, ce serait encore un succès plus grand. Et je pense que l'espace qu'on a créé jusqu'à maintenant est très important, il n'est pas petit du tout, et sa croissance peut continuer encore. À travers ces
processus-là, on peut voir que comment les pays francophones peuvent aider dans ce processus, comment on peut coopérer plus dans la manière dans l'industrie et autrement. Par exemple, Path is Impossible, c'est l'un des projets qui ont été réalisés dans la République de Serbie. Et là, on peut voir un très bon exemple. Et je pense qu'il y a toujours un espace de coopération. Ça sonne très américain, je le sais. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas vraiment d'espace, on a tout dépensé, mais non, en fait, il y a un vrai espace de coopération grâce à au rapprochement géographique, au même héritage culturel, avec des institutions, des compagnies et des individus des pays francophones. Le potentiel est très très grand et n'est pas du tout connu encore si on le compare avec les liens qu'on a fait avec les gens des pays anglophones. Et concrètement à Novi Sad, l'animation et tout ce monde est en train d'exploser vraiment à cause de devenir vraiment très grand grâce à cette coopération avec les États-Unis et autres pays anglophones. En 2011, par exemple, ce champ comptait 30-40 personnes, peut-être, mais aujourd'hui, il y a une dizaine de compagnies et plus de 100 employés. On peut le comparer à ça et on peut faire un parallèle et on aimerait faire pareil avec les pays francophones. Merci, ça vient de me rappeler. J'ai emmené mes étudiants à RTMX. C'était une conférence sur les jeux animation en 2006 et en 2007 où j'ai fait connaissance de Dan Sarto qui est éditeur de réseau de plus grandes plateformes d'animation qui est là depuis plus de 20 ans. Je lui ai demandé ce qui se passe avec ce monde et il a dit ce monde c'est une grande masse qui ne se connaît pas, mais tout le monde veut participer, veut intégrer ce monde, les ingénieurs, les designers, les artistes visuels. Et nous avons pour la première fois cette expérience en partant là-bas à cette conférence. On avait besoin des visas à l'époque. Aujourd'hui, actuellement, mes collaborateurs, par exemple Tiana, elle travaille pour une entreprise suisse, une entreprise internationale. Puis, autres collaborateurs, ils travaille pour une entreprise polonaise pour le jeu Call of Duty 4 et nous avons le professeur, une dame de Novi Sad qui a travaillé pendant très longtemps à Pixar pour Disney en tant que directrice technique et qui organise des ateliers et des cours dans notre académie. Et c'est un immense développement, essor. Et je crois que nous sentons que nous sommes capables de faire ici nos projets, qu'il n'y a plus besoin de voyager. En lien avec ça, je voulais demander à Peter, vu qu'il a eu l'occasion de travailler dans plusieurs pays, plusieurs continents et de collaborer avec les studios au Canada, bien sûr, où il a fait ce long métrage animé et avec les studios en Inde et à Singapour, en Italie et d'autres pays. Quelles sont ses impressions par rapport à la Serbie en général en ce qui concerne l'ambiance, les occasions, les gens? Quelles sont les possibilités de créer de l'animation? Quelle est l'ambition? Est-ce qu'ils sentent
est-ce qu'ils sont les similarités avec les autres? Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients, des atouts et des défauts? Quelles sont ces impressions sur la Serbie? Donc, tu es ici depuis 2 ans et demi. Je suis sûr que tu as des impressions qui sont déjà créées. Yeah. I heard that. I think this is too much headroom for this. Let me move Euh, again. euh, je crois que je me suis trop éloigné de l'ordinateur pour répéter la question. Étant donné que je suis ici depuis un certain temps, et j'ai une certaine perspective sur le paysage de travail en Serbie en ce qui concerne l'animation et la culture et quelles sont mes impressions. Par rapport à d'autres lieux où j'ai aidé à mettre en œuvre, mettre en place les studios, et est-ce que ces studios ce studio en Serbie peut se comparer avec les autres? Si c'est ça la question, je crois que c'est une aventure très intéressante, passionnante, étant donné que nous devions faire le studio pour créer le programme dans le studio. Et pour faire le studio, il faut galvaniser un groupe. Il faut galvaniser un groupe d'artistes qui travailleraient ensemble, un grand groupe d'artistes qui travailleraient sur un grand projet. Donc ici, dans ce cas, la Serbie a ses studios d'animation, mais plutôt dans le sens de boutique en Serbie à Novi Sad. Mais notre objectif, c'était de créer le programme de cette envergure comme le programme que nous avons proposé. Notre objectif, c'était de créer un studio beaucoup plus grand qui pourrait porter un projet de telle ampleur. C'était assez problématique. Il y avait beaucoup de défis dans le domaine de storyboard, parce que pour l'animation, créer un storyboard, c'est une compétence à part. C'est complètement différent de faire un storyboard pour les publicités ou pour le dessin animé. Et eux, ils n'avaient pas de compétences directes, et ils ont eu quand même une période d'apprentissage pour pouvoir créer des storyboards vraiment fonctionnels et utilisés dans ce sens. Et ils ont eu beaucoup de succès. Un résultat supplémentaire, c'était que sans cette formation, il y a beaucoup d'inertie où les gens arrivent et ils se servent des façons assez conventionnelles de storytelling, de mise en récit, et finalement vous avez des récits qui se ressemblent. Pour moi, ce qui est très intéressant, c'est que la Serbie, c'est un pays riche, avec un patrimoine, un héritage très très lointain. C'est un des pays les plus anciens en Europe. Je ne vais pas vous faire la conférence sur l'histoire épique de la Serbie, mais il existe un grand nombre de contenus d'histoire, de mythes, de mythologie en Serbie que je connais. Je suis sûr que le reste du monde doit être exposé à ces récits. Il s'agit des histoires qui sont peut-être anciennes en Serbie, mais qui sont nouvelles pour le reste du monde. Et je crois qu'avec cette formation, ces formations qui vous apprennent comment créer des séries, comment créer des épisodes, comment adapter quelque chose au public large, à un public international,
et les gens de Serbie qui créent des histoires, hein, des raconteurs, hein, ils peuvent se servir de ces formations pour adapter leur propre histoire. Donc, ils peuvent créer des histoires d'animation qui sont serbes, mais universelles. Parce que une fois que l'animation commence à se développer ici, le reste du monde regardera avec joie ce qui se passe ailleurs. Je voulais maintenant demander à Ivica, je voulais lui demander quelque chose sur, enfin à Peter pour storyboard si possible. Étant donné que je travaille aussi sur le storyboard et je le trouve très intéressant. Est-ce que tu crois qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui est spécifique pour le storyboard? Parce que quand une personne fait un storyboard, il doit aussi maîtriser la réalisation, la grammaire de langage de cinéma. Il doit dessiner, de jouer le rôle et de maîtriser vraiment beaucoup de talents différents pour raconter une histoire de qualité. Et d'autre part, hein, c'est un grand défi. Bien sûr, hein, le dessin est le défi en soi, mais pour mettre tout ensemble mais si les gens n'ont pas beaucoup d'expérience, ou ils viennent d'autres professions, par exemple un éditeur de film du domaine de film de cinéma, et celui qui dessine plutôt, il est peut-être du domaine de l'illustration. Comment réconcilier ces différences? Qu'est-ce qui est particulièrement nécessaire? Quelles sont les différences? Comment créer qu'est-ce qui est la différence entre un bon artiste de storyboard et donc qu'est-ce qui caractérise cette personne qui raconte l'histoire mais sait aussi dessiner et organiser l'histoire? Is this for me? Yes. Okay, good, because I heard Ivica name in there. Is there one sentence for that question? I heard a lot of parts in there, so let me just. J'ai entendu le nom de Ivica et j'étais peut-être pas assez concentré. Est-ce que vous pourriez me le dire en une phrase? Est-ce que j'ai bien compris votre question? How do the sum of the parts equal the whole? And how is it? Comment tous ces rôles ensemble font comment tous ces rôles font un ensemble? Est-ce bien ça? Et comment des personnes venant de avec des capacités différentes peuvent travailler ensemble et quel est le fond même de ce métier? Donc tout d'abord, une des différences principales, ça ne relève même pas uniquement de l'animation, mais pour arriver au fond de ce qu'on fait, on doit avoir une méthode et un procédé par lequel on travaille. Ce n'est pas un film où quelques artistes s'assoient et font quelque chose ensemble, mais on doit créer quelque chose d'excellent et qu'on puisse le faire une fois et deux fois et plusieurs fois et qu'on s'organise par rapport au budget et qu'on le fait au temps. Donc ce qui est important pour ça, c'est d'utiliser la méthodologie pipeline, de travailler avec des personnes qui travaillent dans le software, dans le hardware et avoir un procédé qui va nous permettre d'avoir la qualité promise dans le budget promis et au temps promis. Donc ces talents, ces techniques et chaque partie travaille sur un élément d'une série ou d'un programme
So, for example, Et tous les efforts seront faits, seront mis en place pour que tout se passe bien. Si vous avez si vous avez un programme, vous avez un artiste storyboard qui va tout dessiner. D'autre côté, vous avez un scénariste qui va créer le scénario. Et l'artiste storyboard va le dessiner. Dans les épisodes, vous avez des parties que vous devez créer avec de nouveaux personnages, par exemple, ou de nouvelles scènes, et avec des nouvelles marionnettes. Donc, dans le procédé pipeline, ça nous permet de combiner ces deux missions, de transformer le scénario dans la forme visuelle et d'utiliser tout là au moment où il nous faut. Si vous le créez plus tard, quand ce n'est pas le bon moment, vous n'utilisez pas vos ressources de la bonne façon. Ce n'est peut-être pas créatif, mais c'est quelque chose qui est important pour l'argent. Et on doit aussi terminer notre épisode à l'heure. Parfois, ça arrive souvent dans l'animation que quelqu'un change d'avis ou que vous changiez d'avis à un moment. Et vous dites, on va utiliser un marteau, et puis vous savez que ça doit se faire, ça doit être designé dans le... Et après, vous changez d'avis et vous dites que vous n'allez pas utiliser le marteau. Cette force créative doit vraiment être contrôlée et doit être cadrée. Donc cette bonne ambiance, vous devez savoir de quelle façon vous allez le faire. Vous devez tous collaborer ensemble pour avoir le projet, respecter le délai et dans le cadre du budget. C'est quelque chose que notre studio fait bien, car on a un pipeline que j'ai décrit. On a des personnes, du hardware, du software qui travaillent dans une synergie, qui travaillent dans la même direction. On a fait ça dans notre programme et on l'a ramené ici. Ça nous permet d'avoir des variables connues. On ne commence pas à zéro. Oui, et on peut dire à la fin qu'on sait faire un film d'animation de manière avec succès, avec des artistes storyboard, avec des écrivains, scénaristes, ceux qui font de la montage et d'autres positions qu'on a mentionnées. Ça nous permet d'avoir de créer tout comme un repas, comme un... J'utilise peut-être cette analogie parce que j'ai faim, mais ça nous permet de créer à la fin un repas qui est bien. Les fondateurs de ce studio Bacardi ont conçu cette idée que ce pipeline peut être utilisé dans d'autres domaines. Et est-ce que j'ai bien répondu à votre question ou est-ce que j'ai parlé d'autre chose complètement? Autre question? Concernant le storyboard lui-même, donc le métier d'artiste storyboard relève le plus de l'animation, mais aussi d'autres choses, d'autres domaines. Ça a un lien avec la réalisation, l'illustration. Donc ceux qui maîtrisent bien le storyboard ont à la fin un grand pouvoir de récit. Donc maintenant on entre dans les détails, n'est-ce pas?
works in big movements or bigger movements. Le storyboard commence se fait en grande ligne, en grande trace. Par exemple, pour un épisode, un artiste de storyboard, il doit faire bouger l'histoire visuellement, faire bouger en avant pour exprimer le mieux ce qui est écrit sur papier dans le scénario. Et il doit aussi améliorer le jeu des artistes, les visuels, d'améliorer les blagues, de visualiser les blagues, de les rendre amusantes. Par exemple, si quelqu'un glisse sur la banane, ce n'est pas quelque chose qui est drôle jusqu'à le voir. Un animateur, donc un artiste storyboard, il travaille sur le plan macro et un animateur sur les plans micro. Donc il se focalise sur une scène et il se focalise sur le récit, le storytelling de cette scène, les sentiments de ce personnage quand du caractère quand il entre dans la scène, quand il sort de la scène. Donc dans le sens de récit, c'est similaire. Mais ce que un artiste de storyboard doit faire en un dessin, l'animateur doit le faire, de lui insuffler de la vie et le faire en longue séquence. Vous avez dans une scène, vous avez la cadence de scène, vous avez le rythme. Vous devez avoir l'impression que tout coule et un artiste storyboard, il regarde tout ça d'une perspective un peu éloignée. Un artiste storyboard comprend bien la langue visuelle qui est subliminale, qui est un langage subliminal de raconter l'histoire, qui a des éléments de design. Qui doit comprendre comment exprimer ce qui est dans le scénario sur le papier. Donc, il doit faire un effet subliminal où le public qui regarde le produit n'est pas conscient du fait du processus, mais que le public doit sentir, éprouver les émotions. Par exemple, si une personne se sent isolée, le personnage, il va le mettre dans un coin de la scène et puis tous les autres dans un autre coin pour souligner l'isolement du personnage. Ou par exemple, si on dessine deux personnages qui se chuchotent, c'est pour souligner qu'il y a une intimité de conversation entre deux personnes. Donc l'animateur, il doit utiliser la performance des personnages et pour insuffler de la vie à ces caractères, à ces personnages, et il doit aussi un animateur doit réfléchir le déplacement, le mouvement des personnages, sur quel axe ils se déplacent, si c'est l'axe horizontal, l'axe vertical, de se servir de la pantomime, de la mime. Un animateur peut jouer avec le timing d'une manière subtile ou moins subtile, s'il fait des gestes petits ou exagérés. Et un artiste storyboard, il s'en occupe pas. Il a un aperçu un peu plus large. Et l'animar entre en petits détails du personnage. Merci. Ivica, une question pour toi. Dans les jeux vidéo, l'animation ou le storyboard, ils sont en quel lien? Bien sûr qu'ils ont des liens. Quand on parle de récit, du récit du storytelling, tu as travaillé surtout sur ce domaine. Mais ces deux professions, ils sont en quel lien dans le développement? J'aimerais dire au début que dans le développement des jeux,
qu'il y a un grand facteur de l'animation. Dans l'animation, c'est très important d'être économe. Par exemple, est-ce qu'un projet peut se permettre à un animateur de jeu? Est-ce que un studio qui développe les jeux peut se permettre un artiste de storyboard? Est-ce qu'il peut se permettre une éducation dans ce domaine? Mais c'est quelque chose qui se développe très difficilement, spontanément. Donc, les projets de récit peuvent chercher des raccourcis pour permettre de réduire le nombre de l'équipe. Parce que finalement, beaucoup de questions sont résolues par des questions économiques. Par exemple, vous avez une équipe d'animateurs qui sont toujours employés dans le bureau, mais s'ils ne travaillent pas toujours dans l'animation, c'est un coût, c'est un frais. D'autre part, faire des projets de récits qui n'ont que des récits au cœur du projet, ce sont des projets qui apparaissent très rarement. Et donc, dans les projets en Serbie, il n'y a pas eu de grands projets de récits. Bien sûr, il y a beaucoup d'initiatives, de processus qui veulent changer cette situation. Et je veux souligner que le premier élément de ce calcul, c'est l'efficacité des coûts. Est-ce que pour le prix d'un animateur, le projet a une plus-value? Ou est-ce que cette exigence de récit, de storytelling peut être accomplie d'une autre manière, une manière un peu moins efficace, mais qui sert à ce but? Par exemple, est-ce que je dois utiliser une séquence animée ou quelque chose de design de mouvement? C'est-à-dire faire animer les personnages, de faire bouger les personnages, mais pas vraiment leur insuffler la vie, se servir des personnages qui existent dans les jeux déjà, mais qui bougent d'une manière basique pour transmettre le message voulu. Ce n'est pas aussi impressionnant, mais ça sert à son but. Donc, voilà. Des fois, nous avons un texte suivi, accompagné de la musique, sans aucune animation. Il y aurait par exemple quelques effets pour avoir un mouvement visuel. Et voilà, c'est pour dire, nous avons la transmission de l'information dont on a besoin de point de vue de récit. Et nous ne faisons aucune animation. Et donc, cet aspect financier est assez important dans les jeux et nous ne pouvons pas l'éviter. Même avec tout ceci, les questions des animateurs doit être résolues à long terme dans toutes les entreprises. Si une équipe veut faire des jeux de vidéo de narration, de récit, pour faire un effet, cette compagnie doit réfléchir dans ce sens. La compagnie peut décider que en ce moment, ils ne peuvent pas se permettre une bonne animation, mais pour décider, nous n'en avons pas besoin. C'est vraiment faire d'un grand dommage à long terme, parce que c'est vrai qu'à court terme, ils économisent de l'argent, mais à long terme, ils n'ont aucune perspective parce que l'équipe et les compagnies perdent beaucoup d'occasions de se développer. Et donc, je crois que dans l'industrie des jeux, il y a une grande possibilité de développer l'animation. Il faut vraiment développer des projets. Il y a beaucoup de projets, mais il n'y en a pas assez. Je crois que si nous voulons participer à des projets de AA, AAA, des jeux les plus chers, par exemple les jeux de AA qui sont très chers,
nous devons élargir cet espace, nous devons y inclure des animateurs, des équipes d'animateurs, les équipes d'artistes storyboard qui auraient à peu près les mêmes positions que Peter a décrit, qui doivent avoir leur lieu dans l'industrie des jeux. C'est vrai que les raccourcis existent, mais il faut s'en servir très, très occasionnellement. Et on ne peut pas avoir un jeu de 3A, triple A sans l'animation. Je ne sais pas si Miletos, si je réponds à ta question. Est-ce que tu peux me dire en moyenne le nombre de personnes qui font ce type de travail dans les équipes de développement de jeux? Par exemple, un personnage en général, bien sûr, c'est un peu plus d'accent sur cette question. Donc, on ne parle pas des aventures avec le texte. Par exemple, même dans les projets dans lesquels moi j'ai travaillé, qui sont basés sur les récits, sur les narrations, qui ont des animateurs, les animateurs, c'est 10%. De 10 à 15% de l'équipe. Sur 10 employés, c'est 1 à 2 personnes qui seraient animateurs, qui sont vraiment... 2 personnes, c'est vraiment un nombre extrême. Donc sur 10 personnes, c'est 0,5 qui sont animateurs. Et je parle de tous les animateurs, c'est la distribution de travail. Et je n'ai rien contre. Les projets sur lesquels il y a 3 animateurs qui travaillent, ce sont des projets spéciaux. Et si vous avez, mais je voulais dire, insister sur le fait, si vous avez un studio où vous n'avez pas d'animateur, vous vous limitez dans vos possibilités de développement. Ceci veut dire que vous pouvez dire que sur un genre de jeux vidéo, et s'il y a une occasion de faire d'autres types de jeux vidéo, et il y a toujours des occasions et des opportunités, vous n'avez plus vous ne pouvez plus l'accepter. Et donc l'objectif doit être, c'est vraiment d'engager, d'employer des animateurs pour développer votre studio. Et si vous avez par exemple 2 animateurs dans une équipe, vous pouvez améliorer un projet qui n'était pas prévu d'avoir du récit. Vous pouvez changer le projet, améliorer le projet, ajouter un plus-value. Surtout étant donné que l'animation, les outils d'animation sont les outils de communication universels, il y a la possibilité d'améliorer le projet. Il n'y a pas de projet avec une excellente photographie, une excellente animation. Il n'y a jamais la réaction qui dirait oui, le jeu il est super, mais cette animation est excellente, elle tue le projet. Donc ça n'arrive jamais. Une excellente animation, une excellente séquence est une plus-value toujours et universellement. Donc, si à ce moment le nombre d'animateurs est très petit, il faut réfléchir dans l'engagement de plusieurs personnes. Et j'aimerais maintenant mentionner l'éducation, le lien entre l'éducation et l'industrie. Je dois dire que maintenant, il s'agit d'une conférence francophone, mais la Serbie a un grand honneur d'intégrer l'Organisation internationale de la francophonie, qui compte la France et ses domaines, mais aussi la Belgique, Suisse, une partie du Canada et les pays de Maghreb, puis les pays de l'Afrique de l'Ouest. Bien sûr, au cœur de tout ceci, c'est Paris, qui a, avec ses 10 millions d'habitants,
qui a une longue tradition de films et des films animés, surtout vers la fin du 19e siècle, dans la peinture et dans les prototypes de la production des bandes dessinées. C'est le lieu où le cinéma a été inventé par les frères Lumière, les pionnières du film, et Émile Reynaud, pionnier de l'animation, qui est créé en même temps pratiquement que le film. Et maintenant, ils ont la tradition de l'éducation, de formation dans ces domaines artistiques, et surtout dans le domaine de l'animation. Depuis 1975, il existe l'école qui s'appelle Gobelin, qui au début avait quelques apprenants, et maintenant on peut les compter en centaines, plusieurs centaines. Et c'est la référence pour les autres écoles en Europe, surtout en France, qui est peut-être la plus forte dans ce domaine. Cécile Blandel, qui aurait dû assister à cette conférence, et les responsable de coopération à l'international, et Laurent Guy, qui enseigne à Annecy, qui est la succursale de Gobelin, donc la deuxième ville de l'animation. Donc ces grands pays ont la tendance de disperser son influence, de éviter que tout se passe dans une ville. Et donc Annecy est pratiquement la capitale de l'animation. C'est le plus grand festival d'animation avec beaucoup de cours. Et nous savons aussi qu'une grande production américaine a ouvert son studio à Paris. Moi, j'avais la chance de visiter avec Mauritiana, de faire un cours d'été à Gobelin. Il s'agit des animateurs très très connus qui organisent ces ateliers. Mauritiana y a fait son master, elle est restée à Gobelin pour travailler à Paris. Mais entre-temps, beaucoup d'autres écoles ont été ouvertes pour le design des jeux vidéo, mais qui sont très importantes pour le design des jeux vidéo, mais pour l'animation en général, d'où sont recrutées les personnes pour l'industrie. Et dans une petite ville de Valenciennes, Valence, entre Lyon et Marseille, il existe encore une petite école, une école à Annecy, et puis deux écoles de succursales à Arles et à Avignon. Et toutes ces écoles sont meilleures l'une que l'autre. Et c'est un système incroyable où je ne comprenais pas comment leurs films de licence, leurs films de fin d'études gagnent les prix au grand festival. Par exemple, c'est incroyable que les films de fin d'études des étudiants récupèrent les prix, sont candidats pour les prix, et on les pris. Avec Laurent Guy, j'ai été jury dans un festival où les deux premiers prix ont été décernés à deux films d'étudiants de l'école d'image, une nouvelle école de l'image, qui ont porté de films excellents, très drôles, très bien dessinés, très bien racontés. Nous savons très bien la question que Peter, il a fait ses études dans une des meilleures écoles à Toronto, c'est Sheridan. Je sais qu'à Vancouver, il y a aussi une école de film d'animation.
Et puis, nous connaissons les écoles qui sont près de Los Angeles, qui sont connues comme des écoles de Disney. Et puis, il y a d'autres nombreuses écoles d'Atlanta, etc. Et donc, ma question, euh, qu'est-ce qui fait une bonne école? Qu'est-ce qui est nécessaire? Donc, c'est une question pour Peter liée à Sheridan. Qu'est-ce qui est nécessaire pour avoir, quel type de formation est nécessaire pour avoir un étudiant qui connaît son métier, qui peut s'intégrer à l'industrie au niveau plus haut? Donc, Peter, c'est une question pour toi, ton expérience personnelle, mais aussi la formation des gens. Yeah, this is for me, right? Petar. The question is, what makes an institute, faculty, or school in Donc la question Sheridan est, qu'est-ce qui rend tough question. un établissement éducatif bon? Qu'est-ce qui fait qu'il est bon? C'est une question difficile. Vous avez mentionné, tu as mentionné certaines des meilleures écoles. On dit des instituts ou bien des chaires, des départements leaders dans le domaine de l'animation. Sheridan au Canada a commencé à faire de l'animation en 1967. Qu'est-ce qui fait que Sheridan, Gobelin et autres soient des bonnes écoles? C'est une combinaison de plusieurs choses. Donc les programmes, le cursus, les employés. Vous devez employer du bon personnel, des personnes qui sont des experts, qui comprennent la théorie au fond de l'animation, mais aussi qui ont une certaine expérience pratique. Quand on parle de l'art, on doit avoir de l'expérience. Si vous avez un doctorat en animation, super génial. Mais moi, je suis plus intéressé pour voir ce que vous pouvez faire. Comment sont vos animations? De votre travail pratique sur une animation, je peux conclure si quelqu'un sait ce qu'il fait ou sait pas du tout ce qu'il fait. Donc l'expérience dans la production est très importante. En ce qui concerne les étudiants, si l'école est connue, si elle a des professeurs de renommée, grâce à sa réputation, cette école va attirer de nombreux élèves ambitieux, talentueux. Quand ces étudiants sont ensemble, quand ils communiquent et collaborent, ils vont parler entre eux, se motiver pour avancer, etc. Plus les cursus sont meilleurs, plus le personnel est mieux sont les étudiants et mieux est l'école. Sheridan fait de l'animation et du long métrage surtout. Donc on s'attend à ce que les élèves soient excellents dans tous les aspects de l'animation, dans l'aspect du design, du mapping. Donc tous les éléments, vous devez avoir maîtrisé tous les éléments pour être fort. Sheridan a une approche holistique. Centellia
sont d'autres écoles qui ont de bons cursus, mais différents de Sheridan. Si vous voulez être animateur, animatrice, c'est bien de savoir le fond de l'animation, mais ce qui est plus important, c'est que vous soyez talentueux, que vous compreniez l'animation. On ne veut pas se focaliser uniquement sur la théorie, sur ces parties théoriques de tout, on veut se focaliser sur le travail. Si vous voulez travailler en tant qu'animateur, vous allez comprendre ce que font les autres départements de la compagnie, mais en ce qui concerne votre travail, vous serez attribué à l'équipe d'animation et c'est tout. It's kind of an interesting debate on what makes that animation program or school good. One boasts C'est une question intéressante. Qu'est-ce qui fait qu'une école soit bonne? animation filmmakers, and one boasts the ability L'école doit avoir une bonne réputation. Elle doit permettre à ceux qui obtiennent le diplôme de trouver un travail rapidement dans leur domaine. Je n'ai peut-être pas répondu à votre question, mais c'est comme ça. Je veux aussi saluer tout le monde ici qui nous regarde. Je suis très contente qu'on organise une conférence pareille. Je voulais aussi présenter Mauritiana Gualdrini, artiste de storyboard et animatrice de personnages qui travaille en ce moment au studio normal à Paris. Elle vient de Bologne en Italie, mais elle vit en France, pardon. Elle a fait des études de master à l'école Gobelin à Paris, où on a fait connaissance il y a 10 ans. Je voulais... On s'approche de la fin. Je voulais lui poser 2 questions. D'abord, qu'elle se présente d'abord et qu'elle dise son expérience en France à partir du commencement de sa scolarité jusqu'à aujourd'hui. Mauritiana d'abord. Merci beaucoup de m'avoir invité. Là, je suis en train de lire de mon 2e écran et j'écoute la traduction simultanée, donc excusez-moi si je regarde ailleurs parfois. J'aimerais peut-être que vous me posiez la question encore une fois. Je peux vous le dire. Enfin, je peux le poser en anglais ou en français, c'est comme vous voulez. I'd rather speak in English. That's fine. a little bit. Okay. That's fine. So I would like you to just talk a little bit about yourself and your background. Donc, j'aimerais d'abord que vous vous présentiez. Dites un peu sur votre parcours, d'où vous venez. Je sais que vous avez un parcours intéressant. Vous êtes une artiste très talentueuse. Vous venez d'Italie et vous avez étudié, vous habitez en France. Quelques informations sur votre parcours et sur l'école Gobelin. I studied in Italy, and right after high school, I studied. J'ai fait mes études en Italie. In Florence, which was really nice to get like. Pendant 2 ans à Florence, après mon école primaire. Ça m'a donné une bonne base que j'ai utilisée pour le progrès ultérieur. Et j'ai passé du temps à apprendre l'animation depuis mes 14 ans. On s'est rencontré avec Mileta à Gobelin pendant des cours d'été. C'était une expérience incroyable avec beaucoup d'artistes différents.
Après cela, j'ai fait mes études en Italie, je les ai terminées en 2016. Après ça, j'ai travaillé dans l'industrie des jeux vidéo. En France, j'ai fait de l'animation pour une série télé. Et après, je suis entré à l'école Gobelin en études de master. J'ai obtenu mon diplôme de master en animation à Gobelin. J'ai obtenu mon diplôme pendant le Covid en 2020 et j'ai dû terminer mon long métrage un groupe d'étudiants se retrouvait pour réaliser un film ensemble. Dans mon groupe, on était 5 et on a fait un film qui s'appelle Le pull de maman. C'était un thriller psychologique court. C'était un vrai défi de terminer le film pendant le Covid. On était tous dispersés. Il y en a qui étaient en France, d'autres en Italie. Il y en a qui étaient même à Taïwan. Donc c'était vraiment très difficile de tout terminer. Après mes études à Gobelin, j'ai commencé à faire du storyboard. C'était mon objectif principal. Pendant les études, c'est très difficile d'avoir des stages dans le domaine de storyboard ou bien des directions de stage ou des directeurs ou des tuteurs et de chercher du travail en même temps. Vous devez avoir une vision globale de tout, de savoir ce qui se passe dans l'animation de pipeline. Vous devez savoir tout ce qui se passe et toutes les nouveautés. Et avec le temps, on apprend à gérer tout ça. Moi, en tant qu'artiste storyboard, j'ai travaillé sur la série Barbapapa, une série très connue en France, une série préscolaire où il y a un avocat, des avocats animés. Une série très mignonne. Elle n'est pas très graphique d'ailleurs. Peppa Pig ou Peppa Pig a par exemple c'est quelque chose de très particulier. On a des parties d'action, ça rappelle le film, ça rappelle le film du cinéma. C'est une série française très très mignonne, très sympa. Après, je voulais continuer et faire quelque chose de différent, quelque chose plus pour les adultes, de plus sérieux, avec un peu plus de responsabilité. J'aimerais faire peut-être... j'ai travaillé sur des films officiels, peut-être aussi. J'aimerais quelque chose de plus expérimental, plus complexe, avec un plus grand défi, peut-être des films de cinéma. C'est quelque chose que je fais dans mon temps libre, je fais des illustrations. Thank you very much. Ce que je fais principalement, c'est des storyboards. It's based on two parts, actually. It's two questions. J'ai encore une question de partie. Il s'agit en fait de deux questions. C'est en fait
qu'est-ce qui fait la France, enfin, de cette perspective, pourquoi la France est si spéciale et quelle est la différence entre la France et le reste de l'Europe? La France, c'est l'Amérique du Nord et d'autres parties du monde. Et j'ai encore une question. Je dois la poser tout de suite parce que notre temps coule. Quelle est votre expérience en Serbie, étant donné que Mauritiana, elle a fait une formation, un atelier 4 jours à Belgrade et à Novi Sad sur storyboard à Iervolino dans leur centre interne de formation. Si vous voulez, si vous pouvez dire quelque chose. Tout d'abord, je vais répondre à la deuxième question. Mon arrivée à Iervolino, à Belgrade et à Novi Sad, c'était une expérience magnifique. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Quand je suis arrivée, l'ambiance, le temps, les locaux de la formation, c'était tout était fantastique, l'ambiance était magnifique. Ce que j'ai éprouvé, ce que j'ai senti en travaillant, c'était que c'est une industrie qui prometteuse, qui il y a beaucoup de perspectives, qui est en grand développement, qui essaie de s'intégrer s'intégrer à la grande industrie mondiale française qui existe déjà en France et en Grande-Bretagne. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de passion pour le storytelling, pour l'animation dont j'ai pu témoigner dans les studios. C'était vraiment excellent, c'était bien de le voir. Comment les artistes parlent entre eux, comment ils partagent et échangent sur leur expérience, comment les gens avec beaucoup d'expérience, il y a des gens qui viennent du domaine de photographie qui ont leur apport, qui parlent de leur propre expérience, tout en apprenant sur le storyboard. Et qu'il y a qu'il échange entre l'animation, photographie, storyboard, et nous nous envoyons toujours des messages les uns aux autres. Nous restons en contact en fait. Donc c'était vraiment excellent. Et la deuxième question? Si j'ai bien compris, il s'agit plutôt de l'industrie d'animation en France et pourquoi la France est si spéciale et pourquoi elle a tant de succès dans le sens où elle a un grand paysage développé de l'animation. Est-ce que j'ai raison? Oui. Donc la France, pour ainsi dire, la France et les gens en France ont un grand respect et l'amour pour l'art. Non seulement les arts classiques, mais aussi non seulement des arts des musées, mais l'art populaire. Les gens il y a une grande diversité. C'était toujours la destination de grandes migrations, des changements sociaux, des mouvements sociaux. Les gens aiment lutter pour leurs convictions et c'est enraciné en France ce sentiment. Une chose qui distingue la France d'autres pays, surtout en Europe, c'est que les Français ont beaucoup d'écoles, de fonds publics décernés au cinéma, à l'animation
Et c'est une des premières choses dont nous avons été informés quand nous sommes inscrits au Gobelin, c'était que si quelqu'un a une idée, une bonne idée, il sait faire, il a représenté dans un sens graphique de l'animation, donc pour quelque chose qui n'a pas un grand public, pas comme les Mignons ou un film commercial. Donc une bonne idée sans public commercial aux États-Unis, il devrait récupérer tout l'argent des fonds privés, des producteurs privés, c'est-à-dire tous leurs fonds dépendraient des cinémas. Tandis qu'en France, ce n'est pas nécessaire, car il y a beaucoup plus de fonds publics du gouvernement, des ministères, des organisations, des organisations nationales, le Centre national de cinéma. Et c'est ça qui permet aux artistes d'avoir beaucoup plus de liberté, car ils savent qu'ils peuvent compter sur ces fonds même si leurs films ne gagnent pas des milliards dans les cinémas. Ils pourront toujours se nourrir, vivre correctement, gagner assez. La France a aussi un système efficace établi pour de statut des artistes et des artistes dans le domaine d'animation. S'ils ne sont pas freelance, ils sont embauchés des studios et à ce moment, ils sont membres de l'association. Ils ont le statut de indépendant, d'intervenant, parce qu'ils travaillent intermittent d'art, et donc ils travaillent sur un projet pendant 6 mois, puis quand ils bouclent le contrat, ils peuvent pas, l'artiste a au moins 12 mois où il reçoit le pourcentage de salaire comme s'il était embauché. Donc même s'il ne travaille pas, il aura un revenu, ce qui est vraiment fantastique. J'ai vu ceci à plusieurs reprises avec mes collègues animateurs. Les gens qui travaillent dans l'animation comme leur métier principal, leur première source de revenus, mais quand ils ont ces pauses entre deux contrats, ils travaillent sur leur propre projet, sur leur nouvelle graphique, sur leur bible graphique, etc. Ils font de documentation pour de futurs projets. Pour les animations, ils contactent les investisseurs, etc., etc. Et donc, ils utilisent ce temps pour créer du travail et ce système d'intermittent permet de grandes libertés. Donc les gens qui travaillent dans les communications visuelles doivent toujours avoir du contenu, publier du contenu, parce que les gens qui sont maintenant dans le visuel doivent vraiment communiquer régulièrement. Et donc tout type de communication visuelle ou une personne qui travaille dans la communication doit être présent en permanence. Et la qualité n'est plus aussi importante, c'est la quantité qui prédomine. Donc la quantité et la consistance, donc c'est très stressant pour un créatif, et je crois que le système français permet de ne pas avoir ce type de responsabilité, de ne pas sortir le contenu créatif tout le temps, sans arrêt.
ce qui est quelque chose qui arrive en permanence aux États-Unis, où le marché est beaucoup plus compétitif, où vous êtes dans un système qui vous pousse, qui vous force à travailler sans arrêt. Voilà, c'est ce que je sais sur les gens qui travaillent. Enfin, je l'ai appris des gens qui travaillent aux États-Unis. J'aimerais bien avoir eu cette expérience aux États-Unis, car 90% de contenu qui m'a inspiré pour choisir ce métier vient des États-Unis. Donc j'aimerais bien un peu participer dans ces projets, mais le système et la manière de voir le monde est bien différente en France et aux États-Unis. Et je crois que vous pouvez le sentir que au moment où vous intégrez un monde ou l'autre. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Étant donné que nous avons très peu de temps à notre disposition, j'aimerais demander à tous les panélistes de dire un mot pour la fin. Peter, merci beaucoup d'être venu en Serbie et pour nous avoir découvert toutes vos expériences. Est-ce que vous avez de futurs projets d'avenir? Veuillez nous dire quelque chose à ce sujet. My pleasure. Actually, C'est un plaisir de venir en Serbie. Je crois que c'est très facile d'aimer les Serbes. Salut Mauritia, c'est un plaisir de te revoir. Toi aussi, Peter. Toi aussi, tu utilises un de mes mots préférés en anglais, et c'est shenanigans, ce sont des folies. Mon mot préféré en serbe, shishmish, c'est-à-dire le chauve-souris. C'est pour ça que Mileta m'a posé cette question pour la fin. Donc, nous avons ce projet Puffins Impossible, qui est notre projet principal. Mauritiana, merci pour ce que tu as dit sur notre équipe. C'est vrai que cette équipe vous mentionne en permanence, ils parlent toujours de vous, ils sont ravis de leur expérience. Donc, Puffins Impossible, c'est notre projet phare, surtout étant donné son succès. Et étant donné que nous avons une équipe vraiment motivée qui ont maintenant cette expertise, les connaissances et compétences qu'ils n'avaient pas au précédent, nous développons d'autres projets, de nouveaux projets qui seront aussi bons que Puffins Impossible et qui auront peut-être le même succès, peut-être un peu plus grand succès. Et c'est un excellent moment d'être ici en Serbie et je suis très content d'y être. Mi smo sad na akademiji Euh, već došli da samo trećinu primamo euh, od animacije i video mm, mm, nous sommes game dizajna i otvaraju se studije, radi se On est en train de voir que des studios sont en train de s'ouvrir. Quelles sont tes impressions? Comment ça se passe en ce moment? Les On devrait réfléchir dans la direction d'expansion, de liens et de comment on peut produire les choses à haute qualité, à haut niveau et de produire plus. On ne devrait pas passer à l'hyperproduction en ce moment. Surtout l'animation en ce moment, notre industrie est l'industrie devrait être en croissance en ce moment. Comme vous avez dit, les finances, les fonds publics, l'infrastructure pour nous soutenir, la structure de l'éducation, du cadre éducationnel. Ce qui est le plus important, c'est le soutien du public même. On a besoin de plus d'informations
d'être informé sur les produits que la Serbie crée. Il y a des jeux géniaux, des animations fantastiques qui sont créées en Serbie, des longs et des courts-métrages. Le public n'est pas informé de pas mal de cela. Voilà, il suffit pas juste de dire des louanges, mais il faut là-dessus, mais aussi d'informer les gens. On a cette capacité de copier cet amour envers l'art qu'ont les Français. Et on aimerait bien voilà, répandre ça et avoir plus d'artistes et plus de produits dans cette création. Merci. Dis-nous s'il te plaît des conseils, Martiana, de comment on peut être un peu plus comme Gobelin dans cette industrie, comment on peut transmettre l'esprit de l'art en Serbie. Quelles sont tes expériences? Pourquoi ça se passe si bien là-bas? Vous me demandez par rapport à Gobelin en tant qu'école, oui, mais aussi l'ambiance générale. L'ambiance générale en France et la production en France. Selon moi, ce qui fait que l'ambiance soit bonne dans un studio d'animation est la quantité de stress. Si les responsables de production sont informés, tiennent compte de tout, prennent soin de chaque étape. Chaque studio doit avoir quelqu'un qui va s'occuper de tout. Quelque chose qui m'est arrivé il y a 2 ans, j'étais dans un studio en Italie. Une fille a travaillé sur la prévisualisation, le compositing. Elle a eu 4 rôles au moins. Elle avait des cernes voilà, sur tout le visage. C'est quelque chose que vous voulez surtout éviter. C'était au tout début. S'il s'agit de la confiance, il faut être sûr que tout se passera bien. Et une vie dans le studio, il faut planifier à long terme, il y a aussi l'aspect d'argent, il faut tout organiser. Et ça sous-entend que vous allez avoir moins d'erreurs, que ce sera plus tranquille de travailler dans cette ambiance. Les rôles doivent être pris en compte, que chacun sait quel rôle il ou elle a, et que les gens ne soient pas submergés. Et ça sera difficile, bien sûr, de temps en temps, ça doit arriver d'avoir beaucoup de travail, mais on ne doit pas supposer et abuser du temps qu'ont les professionnels qui travaillent avec vous. Moi en premier, si je suis en retard à quelque chose, je vais travailler toute la nuit s'il faut, parce que c'est ma responsabilité. Mon superviseur n'a jamais dû me dire ou me demander de travailler plus, mais c'est quelque chose de personnel que je fais. Mais en Italie, par contre, j'ai entendu en moins 2 fois un manager de production qui m'a dit que si tu veux être animateur, c'est qu'il n'y a pas de travail de 9h à 5h. Donc je me suis dit quoi? Et si je décide de faire quelque chose, de terminer un travail, je vais le faire. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise à quel moment il faut le faire. Donc il faut avoir du respect envers les gens, leur métier,
à tout moment. C'est quelque chose qui a une base ferme et solide dans chaque studio et pour chaque métier. One other thing that I admire the most and I love the most about France and about animation Une in des choses que j'aime en France, um, que j'admire en France well, dans l'animation, c'est it's super varied. Like it's super diverse. c'est Like très you would divers. see, okay, 80% of the studios are mainly composed of 80% French de people, French studios Canadian, almost often. All French embauchent, enfin, people. il y a une grande majorité de gens de Canada et de France qui travaillent dans le studio. Are more and more international. Think about Fortiche that made Arcane, Et- the TV series for League of Legends. Donc il y a une nouvelle Banger, réalité absolute banger. et à That l'échelle was made internationale. Et mainly by Arcade, French people, but even then, like qui a in fait pour Fortiche, they have la so League many of, internationals League of Legends, working on that. And some of them came créé from par des Français, international class, which is the same mais class aussi as des the artistes Gobelins. internationaux And qui Gobelins font ça. itself, like if Cécile was here, like I'm so sorry. À she Gobelin couldn't également, il y a but beaucoup she would d'artistes be internationaux the first, like qui viennent, the qui sont biggest qui, enthusiast dans des about cours. this new Dommage generation que of Gobelins Cécile ne soit pas là, elle pourrait vous en dire generation that plus. has no Comment sont les nouvelles home générations country. It has like d'étudiants? everybody comes Et from ce all sont around the world. des When gens I say plus all around the nomades world, I mean qui India, n'ont pas Korea, de China, pays Taiwan, Vietnam. In a lot of fixe. Ils viennent de partout dans le monde, de l'Inde, de Corée, d'Europe en général. Moi, je suis presque française, je suis pas si loin de France, mais quand vous voyez qu'il y a des gens qui viennent de Corée, de Vietnam, qui travaillent à Illuminations ou autre compagnie, c'est très joli à voir. Il y a une grande diversité qui Yes, yes. qui Thank travaillent you very ensemble much. sur I des really projets hope, créatifs. Luciana, that we see each other again soon and Merci beaucoup. J'espère and that vraiment, you, Maritiana, qu'on I va hope se you come revoir. back to Serbia and help us some Et more. j'espère que vous allez revenir en Serbie pour nous aider encore un peu. J'aimerais beaucoup, vraiment. L'équipe est géniale Thank que you, vous avez everybody. ici. Merci. It was a pleasure Merci à tout le talking monde. to you. Thank you very much. And, C'était un we plaisir have de to quit parler now avec and, vous. go on to the next panel. On doit terminer so much. maintenant ce Thanks, débat everybody. et passer au suivant. At 3 o'clock, we'll have the conclusion. À 15 heures, nous aurons des conclusions. Si vous voulez participer, nous rejoindre, je vais aussi, à ce moment-là, je vais faire un petit résumé de notre conversation. Merci, au revoir. Merci beaucoup pour ce magnifique panel. Merci à Mileta, Mauritiana, Peter et Ivica qui nous ont fait preuve de leur professionnalisme et leur expertise à travers de ce panel. Merci à nos spectateurs qui suivent cette première conférence francophone sur l'animation bande dessinée et art dans les jeux vidéo tracés des lignes organisée par l'Académie des Arts à Novi Sad, soutenue par le ministère de Culture de Serbie et l'Institut français de Serbie. Unreal Engine est un des outils les plus importants pour le développement non seulement des jeux vidéo, mais du contenu de cinéma et animé. L'Académie des Arts de Novi Sad l'utilise et est fière de l'utiliser pendant plusieurs années. Et nous allons voir quelques résultats, quelques travaux de nos étudiants créés grâce à ce outil Unreal Engine Platform. Et nous aurons une petite pause de 15 minutes et à tout à l'heure pour le panel de art dans les jeux vidéo.